Donc, merci à tous et à toutes. Donc, ça met fin à l'activité qui est en lien avec une stratégie de la phase mise en œuvre de l'accompagnement. Et donc là, maintenant, la prochaine activité, on passe à la prochaine phase qui était le retour sur notre accompagnement. Et donc, pour travailler cette phase-là, on a ciblé une stratégie en particulier. Donc, je vous lis l'intention de l'activité qui est en lien avec la stratégie de la phase retour sur mon accompagnement. Au terme de cette activité, les participantes et les participants devraient être en mesure de mettre en œuvre la stratégie, évaluer mes pratiques d'accompagnement. Pour ce faire, je vais céder la parole à Bertin qui va animer cette prochaine activité. Donc, Bertin, je te cède la parole. Oui, donc on va devoir revenir sur les trois fiches, sur les trois listes de vérification. Je vais vous poser des questions parce que je pense que ça peut faciliter votre accompagnement auprès des enseignants. Une des premières questions que je vous pose, c'est les listes de vérification qui sont là. Est-ce que vous pensez que ça va être utilisé? J'entendais tantôt parler Sophie, Annick, puis de l'autre côté, Jean-Marc, puis quelqu'un d'autre que j'oublie. Donc, parce que je pense que c'est tout dépendant de vos fonctions, tout dépendant de votre profil d'intégration d'éthique. Honnêtement, ces fiches-là peuvent faire peur à du monde, dans le sens qu'en les voyant, en les regardant, ils ont comme envie de courir, là. Il y en a d'autres que ça va leur permettre de se situer, puis de dire, ah ben, il y a beaucoup de choses que je fais là-dedans, maintenant, j'ai à prendre quelques éléments pour améliorer mon scénario d'accompagnement, parce que ces trois listes de vérification-là, on les met en place pour que vous puissiez vous créer votre propre scénario d'accompagnement auprès des enseignants. À l'aide d'un petit crochet vert ou d'un X, est-ce que vous pensez que ces trois fiches-là, vous allez les utiliser? Puis s'il y a des gens qui aimeraient commenter, là. Ensuite, on va rentrer dans chacune des listes, on va voir chacune des stratégies point par point. Est-ce que la catégorisation elle est correcte? Est-ce que vous verriez d'autres catégories? Elles alimenteront certainement la réflexion. OK. Sur la manière de mener les accompagnements. Oui. Bertin, si jamais, je ne sais pas là, si jamais des gens souhaitent intervenir de vive voix, vous pouvez aussi le faire. Hein. Vous n'avez qu'à lever la main, puis on va vous donner la parole. C'est ça. Effectivement, on vous les donne, c'est justement pour que vous puissiez réfléchir sur votre accompagnement, puis faciliter votre accompagnement pour que vous puissiez avoir toutes les stratégies, puis les ressources en place. Puis, comme j'ai dit, ben, créer votre propre scénario d'accompagnement. Je trouve ça à propos, elles seront des pistes précises pour m'accompagner mes enseignants. OK, tout à l'heure, j'ai utilisé d'autres termes. Genre, cerner les besoins, me situer, mais il s'agit de synonymes. OK, je vais utiliser certains des éléments de chacune des listes. OK, c'est bon. Donc, s'il n'y a pas d'intervention, on va passer à l'autre diapo. Donc, maintenant, pour chacune des stratégies, là, je suis dans la liste de vérification, planification de l'accompagnement. La première stratégie, modéliser des pratiques. Vous avez les ressources qui sont là. Je vais passer la 1, 2, 3. La deuxième, réfléchir et consolider son profil. Vous avez des ressources qui sont là. Apprécier la valeur ajoutée du blog ou du portfolio. Vous avez des ressources aussi qui sont là. Je sais que ça peut être lourd parce que vous n'avez pas vu chacune des ressources, mais quand même, le titre peut vous pister grandement. Est-ce que d'instinct, vous trouvez que c'est complet? Est-ce que vous pourriez ajouter, bonifier des ressources? Est-ce qu'il y a des stratégies, selon vous, qui sont difficiles à appliquer?
Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Puis, on les a numérotés aussi par ordre d'importance, là. C'est-à-dire, en premier, on trouve que c'est important que le CP arrive avec son enseignant, puis déjà au départ, qu'il puisse faire du modelage. Ensuite, qu'il puisse évaluer rapidement le profil d'intégration d'éthique de son enseignant. Suite à ça, il va voir la motivation de ses enseignants, puis il va essayer de parler avec ces enseignants-là de la valeur ajoutée de la ressource numérique. Oui, Annick? Oui, ben moi je suis vraiment euh, bien. Je vois tout ça, puis je trouve ça incroyable, là, tous les outils qui sont là pour nous aider dans des stratégies d'accompagnement. Et puis, il y en a plus que ce que j'aurais besoin. C'est au-delà de mes espérances, c'est un peu ça. Dans le sens qu'il y en a beaucoup, puis il va falloir que je vérifie, je regarde ça pour voir qu'est-ce que je vais utiliser pour m'aider dans mon accompagnement auprès des enseignants. Donc, c'est bien difficile pour moi de dire, ben, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, parce que je ne suis pas une spécialiste dans l'accompagnement d'éthique, là, donc je vous fais confiance, puis il y a beaucoup d'outils, on voit qu'il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Je vois qu'il y a des outils qu'on a déjà vus par les rencontres passées. Donc, moi, c'est sûr que je regarde ça, puis je ne peux pas dire s'il pourrait y avoir d'autres choses, là. Ça répond en masse aux besoins que je pouvais avoir. Voilà. OK, merci. Oui, puis je suis d'accord avec toi, puis j'ai envie de dire aussi, bon, un CP nouvellement arrivé en développement professionnel qui tombe sur ces listes-là, même moi, à les regarder, là, j'aurais comme envie de courir au plus vite puis de m'en aller, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de matériel, mais comme c'est écrit à droite, vous allez devoir les explorer et voir les plus pertinentes pour moi, besoin d'accompagnement. Ben, c'est exactement ça. On a essayé de tout mettre et c'est à vous autres, à partir de ces listes-là, de faire vos propres listes. Puis dans vos propres listes, les 3 listes, ou peut-être qu'il va en avoir 2, peut-être qu'il va en avoir 4, ben, vous allez créer votre propre scénario d'accompagnement. Mais effectivement, ça peut paraître très lourd. Euh, Tandis que je vois Jean-Marc, là, bon, parce que je le connais, Jean-Marc, lui, il regarde ça, puis probablement qu'il connaît beaucoup de choses déjà là-dedans, puis il aurait peut-être le goût de dire, ben, Bertin modéliser des pratiques, il y a un bon blog qui est à telle place, tu pourrais peut-être l'ajouter. Je vais céder la parole à Diane. Oui, moi je vois dans cette étape-là une collaboration très importante avec la personne qui est responsable du récit local dans ma commission scolaire. Je ne sais pas si dans le rôle des animateurs de récits locaux, il y a été question d'une présentation de votre part de, de ces informations-là, soit au dernier colloque. J'aimerais ça vous entendre un petit peu là-dessus. Oui, OK. Non, on n'a pas divulgué encore l'information parce que on voulait avoir votre point de vue. On voulait bonifier ces listes-là, on voulait avoir votre point de vue. Ensuite, on va les rendre publics. Quand on va les rendre publics, ben, il y a des animateurs ici qui vont aller voir probablement le CP en développement professionnel. Puis là, ça dépend d'une commission scolaire à l'autre. Dans certaines commissions scolaires, l'animateur, prenons à l'extrême, là, dans certaines commissions scolaires, l'animateur ici ne travaille pas au secondaire, il travaille seulement au primaire. Donc, pour le CP en développement professionnel, qui au point de vue d'éthique, ça lui fait peur un peu, ben, effectivement, il n'y aura pas d'aide. Il y en a d'autres que j'ai rencontrés, des CP en développement professionnel, qui ne sont pas des animateurs ici, mais qui pourraient être des animateurs ici. Donc, eux se sentent très bien à l'aise avec ça. Oui, je pense que c'est très normal qu'un CP en développement professionnel puisse être accompagné de son animateur ici. Il va falloir en parler avec votre animateur ici. Il y en a qui vont vous dire oui, il y en a qui vont vous dire non. Ça, c'est à l'interne que vous allez gérer ça.
D'autres points concernant ces trois stratégies-là? Je vais continuer avec numéro 4, si je ne me trompe pas. Donc, la quatrième, on l'a vu, je pense que ça, c'est une stratégie très importante, préciser avec les enseignants leur intention pédagogique. Je vous repose la même question. Ben là, j'ai juste la 4, là. J'aimerais savoir dans les ressources, est-ce qu'on peut les bonifier, on peut en ajouter, on peut en retirer? Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie qui va être difficile à appliquer? Mais on a fait un petit exercice ce matin, justement, pour vous aider dans l'application. Je vais passer à la 5. Informer, sensibiliser les enseignants sur la nécessité de se doter d'une politique d'utilisation de la ressource TIC. Donc, est-ce que vous pensez que toutes les ressources sont là, entre autres pour le développement professionnel? Puis, comme ça a été dit tantôt, ces ressources-là peuvent être carrément prises puis être adaptées dans d'autres domaines d'apprentissage. D'ailleurs, ma politique d'utilisation des blogs, j'ai pris une politique qui venait de l'Institut Saint-Joseph, Mario Asselin pour ceux qui le connaissent, puis j'ai pris celle des langues. Donc, je l'ai adaptée en développement professionnel, puis elle pourrait être très bien utilisée dans d'autres domaines. Si personne n'a des commentaires, on va passer au numéro 6, 7, 8. Bertin, Jean-Marc, Jean-Marc? Je peux me permettre, Bertin? Oui, excuse-moi. Oui. Quand on parle des technologies, on va dépasser ça un peu parce que de plus en plus, il faut se doter de politiques d'utilisation de la technologie mobile et des appareils personnels des élèves. Donc, oui, c'est important de réfléchir là-dessus. Et évidemment, des ressources que vous proposez emmènent à l'utilisation des appareils personnels des élèves, hein, que ce soit iPod ou iPhone, etc. Et c'est important de se doter de politiques là, très, très encadrantes pour l'utilisation de ces ressources-là. Exactement. Puis là, tu parles d'une politique en lien avec les outils TIC tels qu'ils sont, les nouveaux qui arrivent, là, comme les téléphones intelligents, les tablettes numériques. Mais moi, ça touche plus la politique d'utilisation d'une ressource numérique comme les blogs, comme le portfolio Perl, parce qu'on l'utilise avec une tablette numérique ou un téléphone intelligent ou un ordinateur, ben ça reste une politique pour la ressource numérique. Mais effectivement, les commissions scolaires doivent mettre en place des politiques, ou les écoles, là, je pense les deux, doivent mettre en place des politiques d'utilisation de la ressource numérique concernant les téléphones intelligents, les tablettes numériques, etc. Très bon point. Juste ajouter, ce sont les écoles parce que la politique peut différer d'une école à l'autre par rapport à l'ouverture des enseignants sur l'utilisation. Exactement. De cette technologie-là. Il faudrait même que je mette un petit note de bas de page concernant ma politique, que c'est une politique d'utilisation en lien avec les ressources et non en lien avec les outils TIC là, au point de vue matériel. Ouais, très bon. On va passer au numéro suivant. Donc la 6 et la 7. La 6, établir ou partager une procédure d'inscription. Puis la 7, soutenir le développement des apprentissages et l'évaluation des productions. Puis je pense que ça, c'est très complet avec le guide DAE que l'évaluation ont fait, là. Donc, je vais passer à la 8e. Déterminer les modalités d'accompagnement. Donc, pour la première liste, est-ce qu'il y a des stratégies qui vous viennent à l'idée qui ne sont pas là puis qui devraient être là? Ou carrément une ou deux que vous devriez,
que vous aimeriez enlever, voire ne pas là. Annick? C'est pas pour répondre à ta question, mais c'est la première fois que je vois synchrone et asynchrone. Alors, je peux peut-être Ouais. essayer de comprendre avec ce qui est en dessous, mais si tu avais des explications, Bertin, ça serait intéressant. Oui. Comme là, on est synchrone, c'est-à-dire que on est dans le temps, en même temps là. OK? Ou si, par exemple, on donne une formation, puis on est en présentiel, l'un en face de l'autre, ben c'est synchrone. On est en même temps, dans le temps, dans le là. Par contre, asynchrone, c'est par exemple comme sur un forum de discussion. T'envoies une question ou sur un blog. T'envoies une question, puis je te réponds 3-4 minutes après ou une demi-journée après. Donc ça, c'est dans le temps, on n'est pas à la même place en même temps, là. Je vais passer à la deuxième liste. Donc la deuxième liste mise en œuvre pour les 3 stratégies qui sont là. Soutenir les enseignants. Est-ce que c'est une stratégie que vous utilisez beaucoup dans votre accompagnement? Établir avec les enseignants des stratégies gagnantes. Puis mise en place des modalités de suivi des productions. Lorsque les élèves publient, ben, est-ce que les profs peuvent suivre les productions de leurs élèves facilement? Donc encore là, est-ce que les ressources sont complètes? Est-ce qu'on doit en enlever, en ajouter? Je comprends que c'est un exercice quand même difficile là, parce que vous n'avez pas tout regardé avant. Là. Je vais passer aux autres points. Marie-Claire, s'il te plaît. Donc la 4, soutenir les enseignants dans le développement des apprentissages et dans les pratiques d'évaluation. Vous avez des ressources qui sont là. Exemplifier par des tâches, des activités, vous avez d'autres ressources qui sont là. Puis je pense que ce sont des ressources qui sont très concrètes, surtout pour les profs débutants, intermédiaires. Puis 6, c'est de revoir avec les enseignants les modalités de la formation continue, même si ça a été vu dans la liste de planification de l'accompagnement, ben, c'est important en cours de route de revenir sur cette stratégie-là, parce qu'on peut faire progresser l'élève au point de vue de son accompagnement. Pas l'élève, mais l'enseignant au point de vue de son accompagnement. Finalement, la dernière liste, par rapport au retour, donc vous avez les 5 stratégies qui sont là. Évaluer avec les enseignants l'intégration de la ressource TIC en salle de classe. Consigner les pratiques gagnantes. Établir les besoins pour une prochaine année. Le point 4, ce qu'on voulait faire là avec l'activité, c'était d'évaluer vos pratiques d'accompagnement. Donc, par rapport aux stratégies qui sont là, ben, je pense que ça vous permet d'évaluer vos pratiques d'accompagnement. Il y en a qui vont dire, écoutez, sur les, je sais pas, 15 stratégies qui sont là, ben, il y en a au moins 10, 12 là, que j'applique régulièrement. Et la dernière, consigner mes pratiques d'accompagnement gagnantes. Est-ce que tu peux aller, Marie-Claire, à l'autre, s'il te plaît? Ce que je voulais, c'était de vous entendre sur vos pratiques d'accompagnement. Donc, quelles sont vos forces, vos limites? Je voulais vous entendre aussi en lien avec ces 3 listes-là, de vous situer par rapport à ces listes-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires? Pas facile. Diane? Moi, je dirais que j'ai une crainte, je ne sais pas comment l'exprimer. En fait, la question que je posais tantôt, Bertin, concernant les animateurs des récits locaux, je me dis, je pense que ce serait extrêmement important que lors d'une rencontre nationale, je ne sais pas comment ça se passe pour eux, là,
mais que c'est le résultat des travaux que vous avez faits leur soit présenté pour qu'ils soient également partie prenante. Parce que là, moi, je regarde ça, puis je me sens un peu toute seule, dans le sens que tu disais tantôt, là, ça dépend des priorités des commissions scolaires, puis on sait que les priorités actuellement, là, il y a beaucoup de choses qui s'en vont sur les outils qui s'en viennent dans les commissions scolaires, là, les tableaux, etc. Alors, moi, c'était mon feeling là, suite à ces outils-là qui sont extrêmement intéressants, là, mais je voudrais juste pas que ça me retombe sur les épaules seul. Alors, je me dis, plus les gens seront au courant dans les commissions scolaires, en fait, les animateurs, plus je pense que ça pourrait être aidant en termes de collaboration. Moi, je ne veux pas nécessairement avoir la personne à mes côtés tout le temps, mais je ne veux pas être la seule à être considérée comme responsable. Je sais que mes autres collègues conseillers pédagogiques sont aussi responsables de l'intégration des types dans les dossiers qu'ils ont, les disciplines qu'ils ont, mais moi, je ne voudrais pas que ça fasse que parce qu'on a eu un perfectionnement là-dessus, bon, ils s'en occupent eux autres. Alors, c'était mon commentaire. Excuse-moi, mon micro était fermé. Non, puis je pense que tu as entièrement raison. Pour répondre à ta question, l'année prochaine, on a une rencontre tous les CV, tous les récits à Duchesnay, puis les 100 coqs animateurs récits sont là, et il y a des gens qui offrent des ateliers. Donc, nous, on va offrir un atelier. Marie-Claire et Nathalie Bédard vont être là, et puis Cynthia probablement aussi. On va offrir un atelier sur le dossier d'apprentissage et d'évaluation, et c'est sûr qu'on va parler de ces listes-là. Sauf que c'est les gens qui décident où ils veulent s'inscrire. Parce que, comme je disais tantôt, il faut prendre en considération qu'il y a un animateur ici dans une commission scolaire, normalement, et lui, là, il s'occupe de tous les domaines d'apprentissage, primaire, secondaire. Donc, voyez l'ampleur de ce que nous, on fait. Imaginez si lui a la même chose aussi en maths, sciences et techno, en art, en langue. À un moment donné, il arrive comme plus, là. Donc, lui, il va aux ateliers qui lui convient. Et puis, s'il peut aider son CP, tant mieux, mais peut-être qu'il y en a qui pourront pas, là. Mais oui, on publie l'information, puis on va donner des ateliers là-dessus. D'autres commentaires? Je vais y aller avec Stéphane, puis ensuite Yvan. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, ok, parce que j'ai pas de retour de son dans mes écouteurs. Donc, moi, ce que je comprends de ça, j'ai l'impression que parfois on veut aller trop vite dans notre accompagnement, on veut rentrer rapidement en action. J'ai l'impression que je crois que ces documents-là vont nous permettre de bien préparer le terrain avant d'aller en action. Puis, quand je veux dire aller trop vite, on veut peut-être amener des réponses trop rapides à l'enseignant alors qu'il n'est peut-être pas prêt à recevoir ça. Donc, en préparant le terrain, en allant vraiment chercher ses besoins puis ce qu'il veut faire avec, on va être en mesure de mieux répondre aux besoins réels, en fait. Et c'est une banque d'outils, donc je pense qu'ils sont très intéressants. Par rapport à quelles sont vos forces et vos limites, moi j'ai rencontré une équipe école pour un accompagnement en lien, pas avec le dossier du développement professionnel, mais en lien avec les sciences et technologies concernant l'éthique. Et ce sont les mêmes stratégies qui peuvent s'appliquer à d'autres disciplines. Et je suis encore avec eux après 3 mois de travail, encore dans le gros débroussaillage là, sur c'est quoi leurs intentions pédagogiques qu'ils veulent faire, qu'ils veulent mettre en place dans leur milieu. Donc, je pense qu'il ne faut pas être pressé, mais en même temps, il faut être structuré puis encadré à l'intérieur de ça. Donc, c'est ça. J'ai terminé. Exactement. Puis je vous dirais, respectez votre zone de confort. C'est autant comme un enseignant qui va aller s'approprier une ressource, puis que, comme je dis souvent, la première année, si tu n'es pas à l'aise avec le blog, prends-le juste pour toi, pour ta classe, pour déposer
tes planifications de cours, puis permets pas les commentaires. Vas-y selon ta zone de confort. Donc, c'est la même chose pour vous autres. Respectez votre zone de confort. Allez chercher ce qui est bon pour vous là-dedans, puis un petit élément, deux petits éléments qui vous permettent de progresser. Mais c'est impossible, là, je pense, de tout connaître là-dedans. Là. Yvan? Oui, je vais faire suite au commentaire de Diane tout à l'heure. Elle parlait de responsabilité. Moi, j'aimerais bien ça avoir la responsabilité d'avoir déclenché quelque chose chez l'enseignant au niveau des TIC. Là. Je dis pas, je ne supplanterai jamais mon animateur ici local par rapport à ça. Je pense que son expertise est reconnue. Mais tu sais, des fois, il y a bien des gens qui, par rapport au TIC ou par rapport à n'importe quoi, sont gênés de poser des questions. Puis, je pense que de créer un lien, de créer une atmosphère de confiance avec une absence de jugement, faire en sorte que les gens vont s'ouvrir puis communiquer bien candidement leurs questions, dans le sens qu'il n'y a pas de questions niaiseuses, toute question vaut la peine d'être posée. Des fois, il y a des choses bien basiques qui vont s'exprimer, puis ils ne pensaient pas qu'un CP ou qu'une ressource comme son scolaire pouvait les aider à régler un problème qui pour eux est une montagne, puis pour nous autres, finalement, est juste un point dans le cheminement. Alors, moi, j'aimerais ça, moi, que... C'est fermé? OK. Non? Ouais, ton micro est Mon coupé. micro s'est fermé temporairement? Oui? Ben, ça ferme toute seule, je vais t'arriver le même. Oui, c'est ça. OK. Donc, je reprends. Donc, dans le fond, moi, je continue d'accompagner mes enseignants puis les faire débloquer au niveau des TIC, aucun problème. Je pense que s'ils ont besoin de s'adresser à un CP ou à un récit local, on a juste avantage dans notre discours à définir les rôles, pourquoi est-ce qu'ils s'adresseraient davantage à moi ou à une autre personne, etc. Moi, je pense que j'ai aucun problème avec ça. Puis on verra bien. Puis si moi, je suis pas capable de répondre à la question, bien là, je le référerai peut-être à mon expert ici local ou au service des ressources informatiques, le cas échéant, dépendant du besoin. Mais il s'agit de créer un lien de confiance pour que l'information circule, pour que les besoins s'expriment, qu'on puisse les aider à cheminer en toute confiance là-dedans, en sachant qu'il y a quelqu'un quelque part sur qui ils peuvent s'appuyer, puis qui peut répondre bien correctement aux questions. Oui, très bonne réponse. Et je vous dirais aussi il y a deux points essentiels que tu dis là-dedans, c'est pas de vous déresponsabiliser, mais si on vous pose des questions pointues par rapport au TIC, ben gênez-vous pas d'aller vers l'animateur récit en espérant qu'il va être disponible. Puis l'autre chose, c'est la force d'un réseau, c'est la collaboration. Honnêtement, là, moi, ça arrive très souvent, au point de vue des TIC, je me débrouille, mais ça arrive très souvent que je me réfère au CP dans notre équipe parce que j'ai des super CP, Daniel, Nathalie, Marie-Claire, etc. Regarde, ils m'aident énormément, ces gens-là. Puis je n'ai pas la réponse à ma question, donc je me retourne vers ces gens-là. Puis il ne faut pas être gêné. D'autres, il me reste 2 minutes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Bertrand, j'aimerais ça juste revenir sur un élément. Vous savez hein, que ces rencontres-là avaient beaucoup pour but de vous soutenir puis vous outiller parce qu'on sait que vous allez rencontrer des enseignants. On sait qu'il y a des enseignants qui vous feront peut-être des demandes. Je veux avoir un blog ou je veux avoir un portfolio numérique ou je m'intéresse à l'intégration des TIC, mais j'ai besoin d'être soutenu, tout ça. Et donc, ils vont se retourner vers un animateur, vers leur CP ou un animateur ici. Et donc, ces ressources-là qu'on vous propose là, ce n'est surtout pas pour envoyer un message d'obligation à une CP ou une commission scolaire d'y aller puis d'obliger le CP, bon, tu dois entrer dans ce scénario-là absolument et tout mettre en œuvre toi toute seule. Et donc, c'est beaucoup plus pour répondre à cet enseignant qui ira vous voir puis qui vous fera une demande comme ça, ben être en mesure, vous, de planifier cet accompagnement-là et de répondre à cette demande et de voir par la suite, ben, quelle stratégie, quel élément
je mettrais de l'avant pour une première année, tant au niveau de la planification, de la mise en œuvre et tout ça, puis de mettre déjà quelque chose en branle et peut-être d'aller voir aussi maintenant quelle collaboration moi j'ai besoin d'avoir dans mon accompagnement, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Mais je voudrais surtout pas que vous voyiez ça comme un mandat qu'on est en train de vous rentrer dans la gorge ou de vous imposer des façons de faire ou des outils. C'est beaucoup plus de vous soutenir, de vous mettre dans les mains. On a tout répertorié, toutes les ressources qu'on avait en lien avec chacune des stratégies. Donc, vraiment dans un but de soutien, parce qu'on le sait que on connaît la réalité du milieu et l'ampleur de votre tâche. Donc, maintenant, après, ben, c'est à vous de voir selon les mandats que vous avez, selon vos forces, selon où vous vous situez, ce que je fais, ce que je prends ou non comme stratégie, etc. Et comment maintenant je déploie mon plan d'accompagnement pour justement reprendre un peu comme Stéphane le disait, être en mesure de se structurer un peu plus et de se sentir bien et confortable dans notre accompagnement. C'est vraiment comme ça et non pas comme un mandat qu'on vous oblige. Il ne faut surtout pas le voir comme ça. Nathalie, si je n'ai pas d'autres questions, moi j'avais terminé. Annick, je crois qu'elle a la main levée. Oui, ben j'ai bien aimé ton intervention, Nathalie. Effectivement, de remettre ça, les pendules à l'heure, c'est intéressant. Parce que, bon, pratique d'accompagnement, moi, je suis toujours à me repositionner par rapport à mes pratiques d'accompagnement. Puis là, je parle même pas d'éthique, là, je parle juste du programme pédagogique qui est PPO, qui est Explo, qui est sensibilisation à l'entrepreneuriat, juste la place de ces programmes-là dans nos écoles secondaires, dans ma commission scolaire. Juste de voir qu'on a des enseignants qui sont là, présents, qui veulent vraiment faire en sorte qu'ils aient eu une année qui a permis de faire cheminer les élèves. Pour moi, c'est déjà tout un défi. Donc, c'est sûr que l'ajout d'éthique, moi, je le vois comme une stratégie pour aider au niveau de la motivation auprès des élèves, auprès des enseignants, une façon de faire pour aller chercher justement les objectifs du programme. Et des fois, moi, je rencontre un enseignant une fois en début d'année, les nouveaux, là, quand je parle des nouveaux qui commencent, là, puis qui c'est souvent des nouveaux parce qu'il y a un changement important d'enseignants. Et parfois, je vais les voir, je vais les croiser, je vais les solliciter, puis je veux dire, ils ne me répondent jamais à l'appel, là. Donc, c'est pour moi, c'est aussi ça ma réalité. Donc, j'aimerais ça les voir régulièrement pour pouvoir les supporter, mais j'en suis encore à savoir quelle stratégie pour pas que je leur fasse peur, pour les soutenir adéquatement, mais qu'ils aient envie que je les soutienne aussi, là, la relation de confiance. Et moi, j'ai la chance d'être là depuis le début des programmes PPO, Explo, sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc, je suis pas nouvelle dans le dossier et je suis encore à travailler sur mes pratiques d'accompagnement. Donc, c'est sûr que l'éthique, je le vois comme une stratégie bien intéressante, le DAE aussi, mais en même temps, c'est la réalité, là. C'est juste de s'assurer qu'ils font quelque chose de signifiant en PPO. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Donc, voilà, et j'ai une enseignante PPO qui est là depuis le début, que je me dis, oui, elle serait peut-être prête à approfondir au niveau d'éthique. J'ai des profs Explo de l'AFP qui sont au Prédep et qui, là, ils sont là depuis 2-3 ans. Donc, là, eux, je sens qu'on pourrait aller un peu plus loin, mais c'est sûr que c'est une autre histoire par rapport au roulement des profs PPO que j'ai. C'est effarant. Donc, c'est ça. C'est la réalité. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir amener ce point-là.